Mesdames, Messieurs, chers jeunes, amoureux de la littérature, amis de la lecture à haute voix, je vous salue. Nous voici donc ensemble pour le deuxième numéro de Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, vous le savez désormais, c'est le plaisir de lire et de faire lire. Bouillon de lecture, c'est cet espace qui vous offre l'opportunité de lire à haute voix, mais aussi et surtout de développer, de partager votre amour de la lecture tout autour de vous. Lire ou ne pas lire, telle est la question. Lire pourquoi? Lire, ça sert à quoi? Je crois que chacun d'entre nous a sa réponse. Chacun d'entre nous sait pourquoi il doit lire, sait pourquoi il ne doit pas lire. Et les écrivains de tout temps ont parlé de l'amour et de la nécessité de lire. Les écrivains existent parce qu'il y a des lecteurs, mais les lecteurs aussi existent parce qu'il y a des écrivains. On lit parce qu'il y a ceux qui écrivent et on écrit parce qu'on est sûr que derrière, il y a ceux qui lisent. Voici ce que dit Fatou Diom à propos de la lecture. Fatou Diom, vous la connaissez très certainement, c'est cette célèbre écrivaine sénégalo-française, membre de l'Académie des lettres de la Belgique. Elle est auteure de ce livre paru en 2003 et qui a fait son plus grand succès, Le ventre de l'Atlantique. Elle a publié entre autres aussi Les veilleurs de Sangomar. Elle a écrit ce livre que j'ai ici, Impossible de guérir. Elle a publié en 2024 ce dernier livre, Le verbe libre ou le silence. Fatou Diom nous dit ceci à propos de la lecture, pourquoi elle lit. Je lis parce que la vie ne me suffit pas. Je lis pour m'empêcher de dire des bêtises aux femmes. Je lis pour être ailleurs. Je lis pour devenir toi. Je lis parce que c'est la seule activité au monde qui permet d'être à la fois seul et accompagné. Je lis pour écouter les morts. Je lis pour sortir sans sortir. Mais je lis aussi pour entendre des vivants. Je lis pour ne pas vieillir. Je lis pour échapper à la société autant qu'à moi-même. Je lis pour être libre. Je lis pour ne pas être dérangé. Je lis pour ne pas répondre au téléphone. Je lis pour ne plus être ici, mais là-bas. Je lis sans raison. Je lis pour lire. Fatou Diom. Je lis pour lire. Je lis pour le plaisir de lire. Je lis pour le plaisir de faire lire. Et c'est là la devise, le slogan de Bouillon de lecture. Et puisque nous sommes là pour lire, et comme nous en avons pris l'habitude, je vais commencer par un poème, je vais terminer par un poème, et entre les deux, je lirai des extraits de romans et d'essais. Aujourd'hui particulièrement, je suis très heureux de vous passer la vidéo d'une amoureuse de la lecture qui a bien voulu nous faire parvenir
ce film, de sa lecture. J'en profite justement pour vous demander, pour vous exercer toutes et tous à vous mettre à la lecture, à vous réconcilier avec la lecture. Et si le cœur vous en dit, n'oubliez pas de m'envoyer des vidéos de vous lisant ou de vos enfants. Oui, pas chers parents. Développez le goût de la lecture, cultivez la passion de la lecture à vos enfants. Si chaque parent pouvait offrir, entre autres cadeaux, un livre à ses enfants pendant les différents événements familiaux, anniversaires, baptêmes, etc., je crois que nous réussirons tous ensemble à développer ce goût, cette passion du livre et de la lecture. Je commence donc par ce poème de Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert, c'est un écrivain haïtien. Le poème a pour titre Mémoire d'hiver. Et il commence par cette citation de Milan Kundera. Je crois au silence plus fort que la beauté, plus fort que tout. Ô fête de ceux qui se comprennent en silence. Le livre du rire et de l'oubli. Car ton silence sera venu m'apprendre contre les promesses d'une chaude nuit d'hiver et leur éclosion en été. Il y a toute une saison, une printanière saison lente et sèche. Un jour, un soir ou un matin, peu importe, il faudra dire les ténèbres et le froid, complices de nos amours clandestines dans cette ville cosmos, esclave de la débauche et de la déraison. La nuit, l'hiver nouveau, comme j'aimerais avoir perdu la mémoire, tandis qu'au dehors vivait cette cité, froide dans sa chair, débordante de vie mal vécue, de vie mal foutue, tandis que dans le soir métèque s'époumonait le vent en mal d'enfant. Nos deux ventres tout proches, silos de chaleur et de sang carnivore, sous les couvertures de glace alors, qui parlèrent de fièvre et de délire, réinventèrent l'adolescence perdue, hormis les navettes de nos mots et les échos épars de nos voix. Alléluia. Miracle pétillant, il a germé mon rêve étoile fou de ta joie de femme. Toute voile larguée, nous enfourchâmes la jouissance, avec pour unique boussole le vent si jeune de notre insouciance. Nous apprîmes le secret de la lune et de son inlassable course pour apporter la beauté dans tous les foyers de la terre. Et tes doigts malhabiles, quel contraste avec le fleuve dément de tes reins. Tes doigts malhabiles, m'explorant le visage en quête de sa vérité la plus profonde. Le sourire espiègle des ténèbres dira-t-il au temps, au vent qui fait gémir les toits dans le jour nubile, dira-t-il la fête de cette chaude soirée au mi-temps de l'hiver. Longtemps après réveille nos souvenirs debout, rediront chaque minute en feu de cette nuit de paille aux amants à naître, aux amoureux de l'amour, son éclat sera leur nouvelle hymne de vie. Coulée bienfaisante de l'été
sur la pierre fangeuse de lèpre, tant qui va son chemin tarissable, nos corps peut-être ont-ils eu tort de raviver les fibres de nos cœurs. Une nuit au goût de pain et de sapotille, aussi belle et forte qu'un poème de Pouchkine ou de Maïkovski, drapée de la seule nudité de notre adolescence reconquise et de ton sang de caribéenne. Car ce silence-là, je le supporte mal, qui est venu m'apprendre à vivre le matin dans l'ignorance de la nuit passée. Port-au-Prince, juillet 1986. Louis-Philippe d'Alembert. Poursuivons notre marche de lecteur par ce livre, Le parfum des fleurs la nuit, écrit par Leila Slimani, prix Goncourt de littérature. Elle a à son actif plusieurs romans. C'est une écrivaine maroco-française. Dans ce livre, vous trouverez son secret de l'écriture, l'environnement qu'elle se crée pour pouvoir écrire. La première règle quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. Non, je ne viendrai pas boire un verre. Non, je ne peux pas garder mon neveu malade. Non, je ne suis pas disponible pour déjeuner, pour une interview, une promenade, une séance de cinéma. Il faut dire non si souvent que les propositions finissent par se raréfier, que le téléphone ne sonne plus et qu'on en vient à regretter de ne recevoir par mail que des publicités. Dire non est passé pour misanthrope, arrogant, maladivement solitaire, érigé autour de soi, un mur de refus contre lequel toutes les sollicitations viendront se fracasser. C'est ce que m'avait dit mon éditeur quand j'ai commencé à écrire des romans. C'est ce que je lisais dans tous les essais sur la littérature, de Roth à Stevenson, en passant par Hemingway qui le résumait d'une manière simple et triviale. Les plus grands ennemis d'un écrivain sont le téléphone et les visiteurs. Il ajoutait que de toute façon, une fois la discipline acquise, une fois la littérature devenue le centre, le cœur, l'unique horizon d'une vie, la solitude s'imposait. Les amis meurent ou ils disparaissent, lassés peut-être par nos refus. Depuis quelques mois, je me suis astreinte à cela, à mettre en place les conditions de mon isolement. Le matin, une fois mes enfants à l'école, je monte dans mon bureau et je n'en sors pas avant le soir. Je coupe mon téléphone, je m'assois à ma table ou je m'allonge sur le canapé. Je finis toujours par avoir froid et à mesure que les heures passent, j'enfile un pull, puis un deuxième, pour finalement m'enrouler dans une couverture. Mon bureau fait 3 mètres sur 4. Sur le mur de droite, une fenêtre donne sur une cour d'où montent les odeurs d'un restaurant. Odeur de lessive et de lentilles au lardon. En face, une longue planche en bois me sert de table de travail. Les étagères sont encombrées de livres d'histoire et de coupures de journaux. Sur le mur de gauche, j'ai collé des post-it de différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une année. Le rose pour 1953, le jaune pour 1954, le vert pour 1955.
Sur ces bouts de papier, j'ai noté le nom d'un personnage, une idée de scène. Mathilde au cinéma, Aïcha dans le champ de Cognassi. Un jour où j'étais inspiré, j'ai établi la chronologie de ce roman sur lequel je travaille et qui n'a pas encore de titre. Il raconte l'histoire d'une famille dans la petite ville de Meknes entre 1945 et l'indépendance du royaume. Une carte de la ville, datant de 1952, est étalée sur le sol. On y voit de façon très nette les frontières entre la ville arabe, le Méla juif et la cité européenne. Aujourd'hui n'est pas un bon jour. Je suis assise depuis des heures sur cette chaise et mes personnages ne me parlent pas. Rien ne vient, ni un mot, ni une image, ni le début d'une musique qui m'entraînerait à poser des phrases sur ma page. Depuis ce matin, j'ai trop fumé. J'ai perdu mon temps sur des sites internet. J'ai fait une sieste, mais rien n'est venu. J'ai écrit un chapitre que j'ai ensuite effacé. Je repense à cette histoire que m'a racontée un ami. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle m'a beaucoup plu. Pendant qu'il rédigeait Anna Karénine, Léon Tolstoï aurait connu une profonde crise d'inspiration. Pendant des semaines, il n'a pas écrit une ligne. Son éditeur, qui lui avait avancé une somme considérable pour l'époque, s'inquiétait du retard du manuscrit et devant le silence du maître qui ne répondait pas à ses lettres, décida de prendre le train pour l'interroger. À son arrivée, le romancier le reçut et quand l'éditeur lui demanda où en était son travail, Tolstoï répondit: Anna Karénine est partie. J'attends qu'elle revienne. Loin de moi l'idée de me comparer au génie russe ou le moindre de mes romans à ses chefs-d'œuvre. Mais c'est cette phrase qui m'obsède. Anna Karénine est partie. Moi aussi. Il me semble parfois que mes personnages me fuient, qu'ils sont allés vivre une autre vie et qu'ils ne reviendront que quand ils l'auront décidé. Ils sont tout à fait indifférents à ma détresse, à mes prières, indifférents même à l'amour que je leur porte. Ils sont partis et je dois attendre qu'ils reviennent. Quand ils sont là, les journées passent sans que je m'en rende compte. Je marmonne, j'écris aussi vite que je peux, car j'ai toujours peur que mes mains soient moins rapides que le fil de mes pensées. Je suis alors terrifié à l'idée que quelque chose vienne briser ma concentration, comme un funambule qui ferait l'erreur de regarder en bas. Quand ils sont là, ma vie tout entière tourne autour de cette obsession. Le monde extérieur n'existe pas. Il n'est plus qu'un décor dans lequel je marche, comme illuminé à la fin d'une longue et douce journée de travail. Je vise en aparté. La réclusion m'apparaît comme la condition nécessaire pour que la vie advienne. Comme si, en m'écartant des bruits du monde, en me protégeant, pouvait enfin émerger un autre possible. Il était une fois. Dans cet espace clos, je m'évade, je fuis la comédie humaine, je plonge sous l'écume épaisse des choses. Je ne me ferme pas au monde, au contraire, je l'éprouve avec plus de force que jamais. L'écriture est discipline. Elle est renoncement au bonheur, aux joies du quotidien. On ne peut chercher à guérir ou à se consoler. On doit au contraire cultiver ses chagrins comme les laborantins cultivent des bactéries dans des bocaux de verre. Il faut rouvrir ses cicatrices,
remuer les souvenirs, raviver les hontes et les vieux sanglots. Pour écrire, il faut se refuser aux autres, leur refuser votre présence, votre tendresse, décevoir vos amis et vos enfants. Je trouve dans cette discipline à la fois un motif de satisfaction, voire de bonheur et la cause de ma mélancolie. Ma vie tout entière est dictée par des je dois. Je dois me taire, je dois me concentrer, je dois rester assise, je dois résister à mes envies. Écrire, c'est s'entraver. Mais de ces entraves même naît la possibilité d'une liberté immense, vertigineuse. Je me souviens du moment où j'en ai pris conscience. C'était en décembre 2013 et j'étais en train d'écrire mon premier roman, Dans le jardin de l'ogre. J'habitais à l'époque sur le boulevard Rochechouart. J'avais un petit garçon, je devais profiter des moments où il était à la garderie pour écrire. J'étais assise à la table de la salle à manger, face à mon ordinateur et j'ai pensé. À présent, tu peux dire absolument tout ce que tu veux. Toi, l'enfant poli qui a appris à se tenir, à se contenir, tu peux dire ta vérité. Tu n'es obligé de faire plaisir à personne. Tu n'as pas à craindre de peiner qui que ce soit. Écris tout ce que tu voudras. Dans cet immense espace de liberté, le masque social tombe. On peut être une autre. On n'est plus défini par un genre, une classe sociale, une religion ou une nationalité. Écrire, c'est découvrir la liberté de s'inventer soi-même et d'inventer le monde. Leila Slimani, le parfum des fleurs la nuit. Je crois que beaucoup d'entre vous ont trouvé les réponses aux questions qu'ils se posent. Pourquoi je n'arrive pas à écrire? Chaque fois que je commence, je m'arrête. Comment faire pour me concentrer? Évidemment, Leila nous donne son secret. Il faut créer un environnement silencieux, un environnement dans lequel les amis, les enfants, la distraction, les loisirs n'ont pas de place. On ne se retire pas du monde, non. On vit dans un environnement clos pour mieux penser au monde. C'est cela, écrire. Nous poursuivons notre séance de lecture, mais avant cela, je vous passe donc la vidéo de l'amoureuse de la littérature, de l'ami de la lecture à haute voix qui nous a envoyé sa vidéo. Bonjour Jessica et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur cette émission Bouillon de lecture. En tout cas, Jessica, grand merci, toutes mes félicitations. Bravo pour cette initiative Bouillon de lecture qui va nous emmener les uns les autres à aimer la lecture, à plonger dans un bon livre, à dévorer chaque mot, chaque phrase, chaque concept, à rentrer dans une histoire et à nous faire du bien au travers de chaque page. La lecture, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de mieux pour s'enrichir, pour enrichir notre vocabulaire, enrichir la connaissance. Et merci que vraiment cette émission puisse impacter et nous donner à tous cette envie d'aller prendre un bon livre et de lire et de pouvoir partager avec vous ce qu'on aura pu retenir au travers du livre. Alors pour ce premier passage, Jessica, je vais partager avec toi et tous ceux qui nous écoutent une page d'un livre qui s'appelle Le Nouveau Livre, d'un écrivain qui s'appelle Martin Gray qui est un réchappé de l'Holocauste, qui a vécu beaucoup de drames dans sa vie, bien évidemment, l'Holocauste, mais aussi le décès et la mort de sa femme et de ses enfants dans un incendie de forêt en Côte d'Azur.
Plus tard, cet homme se remarie et refonde une famille, mais c'est un homme rempli d'histoires bouleversantes, rempli de témoignages, rempli de paroles, rempli de connaissances, qui se pose tout le temps de questions et qui nous interpelle, nous aussi, en se posant ces questions. Alors, les uns aux autres, à la lecture de ces différents livres, on peut avoir des réponses à nos inquiétudes, à nos concepts, à tout ce qui nous traverse dans la tête et tout ce qui nous bouleverse. Je partage donc avec vous la page 49 de ce livre. Le nouveau livre, il n'est pas nouveau, il est un peu vieux, hein, le nouveau livre. Donc page 49, je vais lire cette page avec vous. Cette page donc de cet écrivain Martin Gray, dans ses livres dans lesquels je plonge périodiquement, je plonge souvent pour aller ouvrir un peu mes connaissances, mon entendement. Voilà. Page 49. L'homme a voulu connaître. Il est allé à la rencontre de l'inconnu. Océans et déserts traversés, espaces conquis, univers visités par les télescopes, puis parcourus par les fusées et bientôt par les hommes. La connaissance est le projet de l'homme qui a voulu s'emparer du mystère qui l'entourait. Mais la connaissance n'est pas un but en soi. Pourquoi connaître le monde si j'ignore qui je suis? Pourquoi décrire l'univers et le conquérir si je reste prisonnier de mes ignorances? L'homme de la connaissance apparaît souvent comme un primitif, un ignorant, quand il s'agit pour lui de connaître l'autre homme ou de se connaître soi. C'est que la connaissance donne l'orgueil et l'illusion de la puissance. L'homme croit, parce qu'il a mis l'univers en chiffres, que le mystère des origines s'est dissipé alors que le savoir n'a fait que remplacer des frontières par d'autres et que le mystère demeure. Et si la connaissance, la haute connaissance, n'était que l'acceptation du mystère? Mais l'homme s'est aveuglé par le savoir acquis. Nos enfants à la tête encombrée encore de données, souvent inutiles. Nos sociétés et nos livres sont pleins de mots et de chiffres qui n'enferment que la matière. Et nous croyons, parce que les choses sont devenues nos prisonnières, être maîtres de nous-mêmes et de notre destin. Et si cette connaissance des apparences nous avait rendus esclaves de ce que nous imaginons contrôler? Si pour connaître, il fallait d'abord connaître le moi. Voilà, merci Jessica, à très bientôt. En tout cas, félicitations et un grand merci pour cette émission Bouillon de lecture. Bye bye. Poursuivons donc notre promenade de lecteur, notre marche d'amoureux de la lecture par ce livre, Une colère noire de Ta-Nehisi Lettre à mon fils. C'est un livre qui fut un livre phénomène au moment de sa parution. Et ce livre a été traduit en français 2 fois. D'abord sous le titre Une colère noire et tout dernièrement en 2024 ou fin 2023 sous le titre Entre le monde et moi, lettre à mon fils. J'aime bien cette traduction, peut-être parce que je l'ai lu avant. Et si on a changé le titre, certainement, bon, il y a eu une mauvaise interprétation du titre Une colère noire. Bon, bref, moi j'aime bien Une colère noire. Et le livre commence ainsi. Fils, dimanche dernier, la présentatrice d'une célèbre émission d'actualité m'a demandé ce que signifiait cette expression que j'utilise souvent. Perdre mon corps. L'émission a été diffusée depuis Washington et j'étais installé dans un autre studio situé à Manhattan. Un satellite annulait les kilomètres qui nous séparaient, mais aucune technologie n'aurait pu combler le fossé entre nos deux mondes
le sien et celui au nom duquel j'étais invité à parler. Lorsqu'on a posé cette question, son visage a disparu de l'écran pour faire défiler quelques phrases que j'avais publiées cette semaine-là. Elle les a lues à l'intention des téléspectateurs et quand elle a eu fini, elle est revenue sur le sujet de mon corps sans prononcer le mot pour autant. Je suis désormais habitué à ce que des personnes intelligentes m'interrogent sur mon corps sans saisir la portée de leurs questions. Plus précisément, la présentatrice voulait savoir pourquoi j'affirmais que le progrès de l'Amérique blanche, ou plutôt le progrès de ces Américains qui se croient blancs, de ces croyants, était fondé sur le pillage et sur la violence. En l'écoutant, j'ai senti monter en moi une tristesse ancienne, profonde et confuse. La réponse à cette question, c'est la mémoire des croyants eux-mêmes. C'est l'histoire américaine. Il n'y a rien d'exagéré dans ce que j'écris là. Les Américains vouent un culte à la démocratie, au point qu'ils ont très peu conscience de l'avoir parfois trahi. Mais la démocratie est un Dieu miséricordieux. Aucun individu ni aucune nation ne peut se croire immunisé contre les hérésies qu'a perpétrées l'Amérique, la torture, le vol et l'esclavage, tant elles sont répandues. En vérité, les Américains n'ont jamais trahi leur Dieu au sens strict. Lorsqu'Abraham Lincoln déclarait en 1863 que la bataille de Gettysburg devait garantir que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaisse pas de la surface de la terre, ce n'était pas un simple vœu pieux. Au début de la guerre de sécession, les États-Unis d'Amérique pouvaient s'enorgueillir d'un taux de participation électorale parmi les plus élevés au monde. La question n'est pas de savoir si Lincoln parlait réellement du gouvernement du peuple, mais plutôt de comprendre quel sens politique notre pays, au cours de son histoire, a donné au mot peuple. 1863, peuple ne désignait ni ta mère, ni ta grand-mère, ni toi, ni moi. Nous ne faisions pas partie du peuple américain. Ainsi, le problème de l'Amérique n'est pas d'avoir trahi le gouvernement du peuple, mais d'avoir accordé à certaines personnes, et pas à d'autres, le droit d'être nommé peuple. Tout ceci nous mène vers un idéal tout aussi important, que les Américains considèrent comme acquis sans jamais le revendiquer délibérément. Les Américains croient en la réalité de la race en tant que caractéristique définie et incontestable du monde naturel. Le racisme, ce besoin d'attribuer des caractéristiques physiques très précises aux individus, puis de les humilier, de les asservir et de les détruire, découle inévitablement de ce postulat immuable. Ainsi, le racisme devient l'enfant innocent de mère nature et l'on en vient à déplorer des événements tels que le commerce triangulaire ou la déportation des Amérindiens, le passage du milieu ou la piste des larmes, comme on le ferait pour un tremblement de terre, une tornade ou tout autre phénomène dépassant le pouvoir des hommes. La race naît du racisme et non le contraire. La façon dont on nomme les gens n'a jamais été une affaire de généalogie ni de physiognomonie. Elle est plutôt une affaire de hiérarchie. Les différences de couleur de peau et de nature de cheveux remontent à la nuit des temps. En revanche, croire à la prééminence de la couleur de peau et de la nature des cheveux, penser que ces facteurs peuvent contribuer à l'organisation cohérente d'une société et reflètent des caractéristiques plus profondes, indélébiles. Voilà l'idée nouvelle qui fonde ce nouveau peuple, qui a été conduit à croire, contre toute évidence et de manière tragique, qu'il est blanc. Ce peuple nouveau est, comme nous, une invention récente.
À l'inverse d'une autre, son nouveau nom n'a aucune signification particulière, si ce n'est qu'il est lié à une entreprise criminelle de domination. Avant d'être blancs, ces gens nouveaux étaient autre chose. Ils étaient catholiques, corses, gallois, mennonites, juifs. Et si notre idéologie nationale devient un jour réalité, alors ces gens changeront de nom à nouveau. Peut-être deviendront-ils vraiment américains et offriront-ils une origine plus noble à leur mythe. Je n'en sais rien. À l'heure actuelle, il faut bien le dire, le processus d'uniformisation des tribus disparates dans une égale blancheur, l'essor de cette croyance que l'on est blanc, ne se sont pas produits simplement en allant à des dégustations de vin ou à des barbecues de quartier. Ils sont le résultat d'un pillage, celui de la vie, de la liberté, du travail et de la terre. Ce pillage se manifestait par des dos fouettés à vif, des membres enchaînés, des rebelles étranglés, des familles détruites, le viol des mères, le trafic de leurs enfants et bien d'autres choses, toutes conçues d'abord et avant tout pour nous confisquer, à toi et à moi, le droit de protéger et de maîtriser notre propre corps. Ce nouveau peuple, en cela, n'est pas original. Peut-être a-t-il existé au cours de l'histoire une grande puissance dont l'expansion n'a pas nécessité l'exploitation violente d'autres corps humains. Si c'est le cas, je n'en ai pas connaissance. Mais la banalité de cette violence n'excusera jamais l'Amérique, parce que l'Amérique se veut différente. L'Amérique se croit exceptionnelle. Elle se voit comme la nation la plus grande et la plus noble qu'il n'ait jamais existé. Une héroïne solitaire protégeant la citadelle blanche et démocratique des terroristes, des despotes, des barbares et autres ennemis de la civilisation. Mais on ne peut pas en même temps prétendre être surhumain et plaider que l'erreur est humaine. Prenons au mot nos compatriotes et leurs prétentions au caractère exceptionnel de l'Amérique. Essayons de soumettre notre pays à des critères moraux eux-mêmes exceptionnels. La tâche est difficile du fait de tout un dispositif idéologique et culturel qui nous incite à prendre l'innocence de l'Amérique pour acquise et à ne pas nous poser trop de questions. Il est si facile de détourner le regard, de vivre avec les conséquences de notre histoire et d'ignorer l'infamie perpétrée en notre nom à tous, toi et moi. Nous n'avons jamais vraiment eu ce luxe. Je pense que tu le sais. Je t'écris dans ta 15e année. Je t'écris car cette année, tu as vu Eric Garner se faire étrangler et tuer pour avoir vendu des cigarettes. Car tu sais désormais que Renisha McBride a été abattue parce qu'elle a appelé à l'aide, que John Crawford a été tué parce qu'il déambulait dans les rayons des grands magasins. Tu as vu des hommes en uniforme assassinés de leur voiture, Tamir Rice, un enfant de 12 ans qu'ils avaient juré par serment de protéger. Tu as vu des hommes dans ce même uniforme tabasser Marlène Pinnock, une grand-mère, sur le bas-côté d'une route. Et tu sais à présent, si jamais tu l'ignorais encore, que les services de police de ton pays ont été dotés du pouvoir de détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit le résultat d'une réaction malencontreuse et excessive. Peu importe qu'elle soit le fruit d'un malentendu. Peu importe qu'elle découle de la stupidité de certaines lois. Si tu vends des cigarettes sans en avoir l'autorisation légale, ton corps peut être détruit. Si tu manifestes de la colère contre ces gens qui essayent de l'enfermer, si tu empruntes un escalier trop sombre, ton corps peut être détruit. Les auteurs de cette destruction auront rarement des comptes à rendre. Pour la plupart, ils percevront leur retraite.
Cette destruction n'est que la forme superlative d'une domination dont les prérogatives incluent la fouille, la détention, le passage à tabac et l'humiliation. Tout ceci est une histoire banale pour les Noirs. Tout ceci est de l'histoire ancienne. Personne n'est tenu responsable. Il n'y a rien de purement diabolique chez ces exterminateurs, pas plus que dans le monde actuel. Ces gens qui détruisent mettent tout simplement en pratique les lubies de notre pays en interprétant au pied de la lettre son patrimoine et son héritage. Regarder cette réalité en face est douloureux, mais notre lexique tout entier, relations interraciales, discrimination, justice raciale, profilage racial, privilèges blancs et même suprématie blanche, ne sert qu'à oblitérer l'expérience viscérale du racisme, le fait qu'il détruit des cerveaux, empêche de respirer, déchire des muscles, éviscère des organes, fend des os, brise des dents. Ne détourne jamais les yeux de cette réalité. Rappelle-toi toujours que la sociologie, l'histoire, l'économie, les graphiques, les tableaux, les statistiques finissent tous par s'abattre sur le corps avec une violence inouïe. Une colère noire ou encore entre le monde et moi, selon les traductions de Ta-Nehisi Coates. Cela dit, nous allons terminer notre séance, notre numéro 2 de bouillon de lecture par un poème comme promis. Ce poème, je l'ai choisi, je l'ai tiré du livre Ewa Rwanda de Dorcy Rungamba, Lettres aux absents. Dorcy Rungamba, c'est un écrivain et metteur en scène rwandais. Les jours me dévorent avec délectation, avec plus de voracité que des bêtes sauvages. Tu es parti, mon amour. Je me suis isolé dans une chambre. Pour mon entourage, je ressemble à une loque, alors qu'hier encore, mon nom était d'essence. Les cordes de ma cithare se nouent à mon contact. Tu es parti et elle s'est enrouée. Reviens-moi au plus vite, réveillez ce corps engourdi. Ne traîne pas avant que je ne m'oublie. Je chanterai toujours la danse de l'amour, qui ne frémit ni aux heures sombres, ni de la fureur du monde, qui ne se fane jamais, ni ne se console dans la haine. Je célébrerai la danse de la joie, et même la danse des guerriers, puisqu'en regardant ton froid, j'y vois toujours la même foi. Voilà, c'est donc terminé pour bouillon de lecture numéro 2. Mais permettez-moi de dire un mot pour insister tout simplement sur les bienfaits de la lecture et sur la nécessité d'apprendre, de cultiver, de développer en nos enfants la passion, le goût de la lecture. J'espère qu'au cours de la semaine, j'espère que vous m'enverrez encore plus de vidéos. Ainsi, nous continuerons ensemble cette aventure qui est la mienne, mais qui est aussi la vôtre. Merci.